situation sécuritaire au Mali. Le Premier ministre Modibo Keïta, entouré ce matin par les chefs militaires, faire le point de la situation après les récents événements de prise d'otages à Sévaré était l'heure du jour. D'après les chefs militaires, la situation est calme dans l'ensemble. Cependant, la vigilance doit rester de mise. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en conclave avec les chefs de circonscription administrative. C'est autour de la pérennisation du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. La rencontre se tient à Ségou. Les détails avec notre correspondant sur place, Dougou Fana Traoré, dans ce journal. La chronique santé du jour nous conduit à la découverte de l'Ordre des médecins du Mali, créé en avril 1986. Cette association professionnelle regroupe médecins généralistes, spécialistes et chirurgiens dentistes et défend la profession médicale. Nous sommes lundi 10 août. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à ce journal. D'abord, ce message. Le président de la République, chef de l'État, à son Excellence, Monsieur Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, Pretoria. C'est avec une profonde tristesse que nous avons vécu la prise d'otage qui a eu lieu du 7 au 8 août 2015 dans un hôtel de la ville de Sévaré, au centre du Mali, et ayant provoqué plusieurs décès, parmi lesquels un ressortissant de la République d'Afrique du Sud, M. Janse Van Rensburg. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple d'Afrique du Sud ainsi qu'à la famille du défunt, mes condoléances les plus émues. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et réitère son appel pour la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin d'indiquer le phénomène du terrorisme à travers le monde et tout particulièrement au Sahel. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous avons ce autre message de condoléances. Le président de la République, chef de l'État, à son Excellence Dr Aram Baran Yadav, président de la République démocratique fédérale du Népal, Katmandou. C'est avec une profonde tristesse que nous avons vécu la prise d'otage qui a eu lieu du 7 au 8 août 2015 dans un hôtel de la ville de Sévaré au centre du Mali et ayant provoqué plusieurs décès, parmi lesquels un ressortissant népalais, M. Bandari Rajou. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple du Népal ainsi qu'à la famille du défunt, mes condoléances les plus émues. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et réitère son appel pour la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin d'indiquer le phénomène du terrorisme à travers le monde et tout particulièrement au Sahel. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Ici, au Mali, le chef du gouvernement a reçu ce matin les chefs militaires pour faire le point de la situation après les récents événements de prise d'otages à Sévaré. D'après les chefs militaires, la situation est calme dans l'ensemble. Cependant, la vigilance doit être de mise. Ils demandent aux populations de collaborer avec les forces armées de sécurité afin de leur permettre d'accomplir leur mission de défense du territoire. Le Premier ministre a pour sa part rassuré les chefs militaires du soutien du gouvernement. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le chef d'état-major général adjoint des armées, Didier Dako, est au micro de Mohamed Diarra. L'objet de cette rencontre avec le Premier ministre, c'était sur son invitation que nous appelions les forces armées et de sécurité vraiment pour encore réitérer le soutien du gouvernement aux forces armées et de sécurité. Nous sommes actuellement dans un contexte où l'accord de paix et de réconciliation a été signé. Donc la situation est assez calme sur toute l'étendue du territoire. Mais cependant, nous observons quand même des activités terroristes
qui de plus en plus font surface. Les responsables des forces de sécurité, les responsables des services de renseignement, et nous-mêmes les responsables militaires, nous avons brossé réellement toute la situation au Premier ministre et il en a pris bonne note et ils sont tous réellement engagés à nous accompagner dans les travaux que nous faisons actuellement. Et ensuite, la dernière situation que nous avons évoquée, c'est la prise d'otage de Sévaré. Le Premier ministre n'a pas manqué vraiment de remercier les forces armées et de sécurité pour toutes les actions qu'ils ont menées, pour tout l'effort qu'ils ont fourni pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Cependant, nous avons quand même quelques difficultés essentiellement en termes de renseignement. Et c'est d'ailleurs le problème fondamental que nos services de renseignement ont, c'est l'engagement des populations auprès des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité, pour pouvoir bien identifier les menaces que nous vivons actuellement, en fait de mieux les combattre. Autre rencontre consacrée à la situation du pays, il s'agit de celle tenue par le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Amadoune Konaté était en entrevue avec les élus des régions du Nord du Mali. Au menu, les voies et moyens pouvant aboutir à des perspectives de retour d'une paix durable, incluant les différents élus et représentant les communautés des régions du Nord de notre pays. Pour en savoir davantage, écoutons le ministre de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord au micro de Mahamadou Doumbia. Nous avons voulu échanger avec les élus du Nord sur la situation telle qu'elle prévaut dans un certain nombre de nos cercles, des régions surtout de Tombouctou et de Gao. Nous avons souhaité qu'à partir de la lecture convergente que nous avons de la situation, que l'on ait une mobilisation de tous les acteurs politiques, sociaux, administratifs, pour qu'ensemble on puisse amener les communautés à reprendre la main et à ajouter leur vigilance et leur refus de l'insécurité aux efforts du gouvernement et aux efforts des services de défense et de sécurité de notre pays. Je dois dire que la réunion a été fructueuse. On n'a pas trop perdu le temps sur des critiques. On est allé droit sur les causes et surtout sur la quasi-indifférence des protagonistes premiers qui sont les responsables des communautés et que sont aussi les populations et tous ceux qui sont porteurs d'une certaine autorité politique ou traditionnelle. Un accord a été signé, la normalité républicaine revient. Il appartient à chacun de la conforter et il appartient à chacun de rendre la vie vivable et de rendre le comportement de chacun de nous le plus civil possible. Une proposition nous a été faite que nous allons relayer à nos hautes autorités, c'est de constituer des équipes de personnes vraiment représentatives des différentes communautés pour que ces personnes sillonnent ces communautés et aient un dialogue le plus franc possible avec toutes les personnes qui vivent dans ces zones où l'insécurité est parfois entretenue par le silence coupable de certains qui, s'ils parlaient, auraient pu nous éviter ce genre de situation. Et suite aux récentes attaques terroristes perpétrées dans diverses zones du Mali, nous continuons de recevoir des communiqués de condamnation. Ainsi, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, CNAS Fasoere, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali, l'Amicale des anciens du service national des jeunes AMA CNJ, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare, l'association des amis de la culture Peul Tabital Poulakou, la force citoyenne et démocratique FCD, le mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine MIRIA, le parti pour l'action civique et
patriotique PACP, le Parti du renouveau démocratique et du travail PRDT, l'Alliance pour le Mali APM Maliko, le club Thierry Sabine du cercle de Gourmaraous, le comité exécutif central du parti Yelema, l'association Orient, la Convergence pour le développement du Mali CODEM, l'association malienne des droits de l'homme AMDH, le mouvement pour la démocratie et le développement MDD condamne ces attaques et invite tout le peuple malien à se mobiliser contre ces ennemis de la paix. Ils invitent par ailleurs tous les acteurs du processus à assumer leurs responsabilités entières pour anéantir les forces du mal. Le mouvement patriotique pour le Mali MPM et les organisations associées face à la recrudescence des attaques terroristes au Mali, avec leurs nombreuses victimes et pertes en vies humaines et matérielles courant ou expriment leur préoccupation devant cette situation dramatique et présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées pour le repos de l'âme de toutes les victimes de ces actes ignobles et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le MPM et les organisations associées rendent un hommage appuyé aux forces armées de sécurité du Mali qui consomment de lourds sacrifices dans leur noble mission régalienne. Direction Ségou, où s'est ouverte ce matin la réunion des chefs de circonscription administrative sur la pérennisation du recensement administratif à vocation d'état civil avec une séance présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Abdoulaye Idrissa Maïga a invité les chefs de circonscription à plus de responsabilité, d'efficacité et rétablissement de la confiance afin de mieux gérer la sortie de crise de notre pays. De Ségou, le reportage de Dougou Fana Traoré. Ils étaient tous présents, les 9 gouverneurs, les 49 préfets et les 49 adjoints au préfet, plusieurs experts à cette rencontre de Ségou. Objectif, affûter les armes pour mieux aborder les élections à venir avec la pérennisation du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil d'une part, et donner à l'État toute sa noblesse d'antan en donnant plus de confiance aux administrateurs. Et le ministre Maïga de citer près de 10 fois le mot responsabilité à ces responsables qu'il qualifie de socle de l'État. Vous êtes le socle de l'État. Je voudrais placer cette rencontre sur le socle de la responsabilité. Responsabilité en vue du changement dans notre administration, vous l'avez compris. Vous le savez bien, l'esprit de responsabilité recule du fait du refus de s'assumer face à ces charges et dans un environnement administratif social plus stable. Cette situation a eu comme conséquence de nombreuses dérives dans la gestion et la distribution de services publics, dans le contrôle, l'exercice de la tutelle, le suivi et l'accompagnement des collectivités territoriales. La gestion des domaines publics s'est invitée au débat et le ministre Maïga propose sa thérapie. Nous avions été interpellés ces derniers temps sur des errements dans le cadre de la gestion du patrimoine foncier de l'État et celui des communes. Nous pouvons continuer à dire beaucoup. Les fonctions qui sont les vôtres ne peuvent s'accommoder du manque d'esprit de responsabilité. Tous les sujets que nous aurons à traiter aujourd'hui feront appel à votre esprit de responsabilité. Le suivi et la mise en œuvre des politiques publiques, la veille sur l'application de la loi et la représentation de l'État ne peuvent être correctement exécutés sans un véritable esprit de responsabilité qui conduit au changement. Une minute de silence avait été observée en la mémoire des combattants tombés sur le champ de l'honneur. Je vous informe que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, à la tête d'une délégation de parlementaires, a regagné Bamako hier en provenance de Midrand, en Afrique du Sud, où il avait pris part du 6 au 7 août 2015 à la 7e conférence des présidents d'Assemblée et de Sénat d'Afrique. Et cette conférence statutaire avait pour thème 2015, année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda
l'agenda 2063 de l'Afrique. Et juste après son retour à Banamba, le président de l'Assemblée nationale a procédé au lancement d'une opération de reboisement dénommée Koulikoro Vert. Cette opération qui consiste à planter 1 million de plants dans la région de Koulikoro pendant une période de 4 ans est une initiative de Chekna Kanyasi, un fils de Banamba. L'idée est d'accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre la désertification et faire du projet de la muraille verte une réussite. Brahima Kouni. Grande mobilisation à Banamba autour d'une initiative citoyenne. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une forte délégation composée de ministres, d'anciens ministres et de plusieurs autres personnalités du Mali. Issaka Sidibé donne le ton à une vaste opération dénommée Koulikoro Vert. Koulikoro Vert est initié et financé par Chekna Kanyasi, un fils du terroir qui a entrepris la plantation d'1 million de plants dans la région de Koulikoro pendant une période de 4 ans. Cela contribue au programme gouvernemental, voire même sous-régional de la muraille verte au Mali. Et si vous avez vu que des programmes tels que le Sahel vert des années 70 n'ont pas réussi, c'est parce que les citoyens n'ont pas été impliqués comme El Hadj Kanyasi essaie de le faire d'abord dans le cercle de Banamba et dans toute la région de Koulikoro après. Ainsi, le promoteur de Koulikoro Vert veut contribuer à la politique gouvernementale qui consiste à préserver l'environnement par le biais du reboisement. Cette idée cadre bien avec la volonté du président de la République de faire du projet de la muraille verte une réussite. D'où la fierté du président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Issaka Sidibé a condamné des actes de violence faits par des ennemis du Mali. Il estime que contre les forces du mal, nous devons resserrer les rangs pour que le bien triomphe. Cette première journée de bataille contre l'avancée du désert aura permis le reboisement de 100 000 plants sur 1 hectare à côté de l'espace dénommé Touabou Colonie. Des lancements à un autre, toujours en deuxième région, il concerne l'opération de distribution de vivres aux personnes vulnérables des communes de Toubakoro et de CBT dans le cercle de Banamba. L'initiative est à l'actif du gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et son partenaire, l'ONG AFAD. Ousmane Kouita. Cette distribution gratuite de céréales dans les communes de Toubakoro et de CBT dans le cercle de Banamba est une action du gouvernement du Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et son partenaire l'ONG AFAD. Ce geste de solidarité traduit la volonté des plus hautes autorités du Mali d'accompagner les couches les plus vulnérables. Les communes bénéficiaires de ces dons remercient les donateurs. La commune remercie vivement l'État pour ce geste qui nous va droit au cœur. Malgré les difficultés multiformes que le pays traverse, l'État a pu songer à nous soutenir. Il s'agit au cours de cette opération de partager 127 tonnes de céréales composées de mil et de sorgho. Et selon 4010 personnes à bénéficier de ces dons. Au total, c'est 4686 bénéficiaires qui ont été identifiés dans les 2 communes et qui ont été sélectionnés sur la base des critères vraiment objectifs et des critères qui ont été élaborés par le commissariat à la sécurité alimentaire et nous enrichis par l'ONG exécutante sur le terrain qui est l'ONG AFAD a essayé aussi d'ajouter d'autres critères très pertinents pour que nous puissions vraiment aboutir à des ménages qui sont dans la situation vraiment de besoin. Les autorités locales de Banamba donnent l'assurance que ce don sera utilisé à bon escient. Je voudrais rassurer l'ensemble des partenaires que toutes les dispositions seront prises pour une bonne gestion des stocks reçus dans les 2 communes, à savoir CBT et de Toubakoro. Les autorités politiques et administratives et les bénéficiaires ont tous salué l'initiative et ont prié pour une bonne pluviométrie. Restons dans la région pour parler de cette passation de commandement au centre d'instruction Boubacar Salassi de Koulikoro entre le chargé des formations de l'EITM, le colonel espagnol Juan Gomez Sevilla, passe le témoin au colonel allemand Jürgen Hafner, une cérémonie de passation présidée par le général Franz Xavier. La passation de commandement au centre d'instruction Boubacar Salassi de Koulikoro entre le chargé des formations de l'EITM. Juan Gomez Sevilla qui passe le témoin au colonel allemand Jürgen Hafner.
En cinquième région, le programme Mali Nord IPRODI, avec un soutien financier de la République fédérale d'Allemagne et du Canada, vient de doter les producteurs agricoles de 52 périmètres irrigués villageois des régions de Mopti et de Tombouctou en motopompes. La cérémonie de remise de ces motopompes a eu lieu dimanche à Mopti sous la présidence du ministre du Développement rural. La correspondance de Yacouba Maïga. Les 52 motopompes sont destinées aux exploitants des périmètres irrigués des régions de Mopti et de Tombouctou. 16 de ces motopompes reviennent au cercle de Yuarou, 10 pour Niafunke, 12 pour Diré, 5 pour Gourmarazous et 7 pour les zones de Tombouctou et Gundam. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du programme Mali Nord IPRODI. L'objectif est d'accroître la production et la productivité agricole dans une logique d'assurer la sécurité alimentaire dans les régions de Mopti et de Tombouctou. C'est encore montrer au peuple malien que nous sommes toujours là. Et c'est au moment difficile qu'il faut accompagner nos populations. Actuellement, ça nous fait 4 campagnes, nous sommes dans la région de Mopti, dans le secteur de Yuarou. Le principal obstacle à la des périmètres irrigués villageois est l'accès à la motopompe dont le coût est estimé à environ 11 millions de francs CFA. C'est pour lever cet obstacle, en évitant le surendettement des bénéficiaires, que le programme a livré les motopompes contre le paiement préalable d'une participation de 3 millions de francs CFA, représentant 30% de la valeur de la motopompe. Nous voilà aujourd'hui revenir et recommencer encore une nouvelle vie avec de ces 52 motopompes sur les différents sites. Vraiment, c'est une... Donc là, il faut augmenter la production rizicole, renforcer la sécurité alimentaire des régions de Tombouctou et de Mopti. Donc c'est l'occasion de saluer et de remercier la coopération allemande et canadienne pour tout l'effort depuis plusieurs années. Les 52 motopompes viennent s'ajouter plus de 650 autres déjà livrées dans la zone d'intervention du programme Mali Nord IPRODI. De la agricole en cours de l'assistance météorologique au monde rural, à faveur d'une non-conjointe, Commission de développement rural et habitat, transport, équipement, Agence Mali Météo et APECAM. Le monde rural est le centre de cette mission pluridisciplinaire qui s'est rendue successivement dans les secteurs de Mopti, Banka, Skoro et la région de Mopti. Les rencontres avec les autorités administratives et les responsables en charge du monde rural ont précédé la visite des gens à braves producteurs à l'œuvre. Ici, la vacance agricole passe en plein. L'aspect général des cultures est bon et spécialiste. La situation d'ensemble des cultures de mil, des cultures d'arachide et dans la zone sont dans un état de gestion satisfaisant. Ils sont généralement satisfaits par la fourniture d'informations données par l'OM, la radio de proximité, qui relève l'information agroécologique qui est destinée pour les prises de décision. Les collaborateurs qui ont que l'ICRISAT, World Vision, donnent vraiment une situation de collaboration assez au niveau du suivi de la agricole. Les autorités ont appris 30% pour le développement de l'agriculture. C'est là-dessus. Et l'Assemblée, le président de l'État, il a pris. Il y a une attention très très particulière de l'État. L'assistance technologique au monde rural est prise en situation de changement climatique. Le fait que les pays utilisent les données pour pouvoir suivre l'agricole, c'est une très bonne chose. C'est utile au niveau des stations métiers, les réductions ici. Direction les dernières étapes du président Puna dans ces zones à visiter une société minière canadienne. Par exemple, la société Bigold qui s'implante au Mali à Fakola se classe parmi les plus grandes fortunes minières du monde. Pour les détails suivants, Mariam Sagara et Sidi Moribo Dambélé, nos envoyés spéciaux.
Les sociétés minières B2Gold et Endeavour à Fécoula et à Tabakoto ont enfin découvert qu'il y a une véritable courroie de transmission entre l'État et les opérateurs miniers traditionnels et industriels. La présentation de la feuille de route a édifié les responsables qui n'ont pas manqué d'apprécier la démarche. C'est une très forte délégation qui est venue et ça c'est vraiment bien, il impressionne. Cette mine-là va avoir un impact très sérieux sur l'économie du pays pendant que d'autres sont peut-être en train de fermer et ça sera une très bonne chose pour l'économie du pays. Partout dans cette zone minière, les problèmes sont identiques. L'intervention de la Chambre dans le futur suscite l'espoir chez ces industriels. Ces mines constituent un véritable développement pour notre pays. Parce que non seulement c'est des mines qui ont abattu beaucoup de travaux, qui créent beaucoup d'emplois, parce que nous avons constaté qu'à travers toutes ces mines, 90% des Maliens occupent les postes de responsabilité. Et ça fait déjà chaud au cœur. Et ensuite, ces mines également contribuent beaucoup à l'économie nationale. Derrière Nez des Chambres, cette chambre des mines est un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La chambre des mines a le pouvoir de proposer au gouvernement les mesures favorables pour le développement du secteur et la commercialisation. À Sikasso, la famille politique de l'Union pour la République et la démocratie, URD, s'agrandit. C'était dimanche à Loulouni, Daouda Diakité, pour le compte rendu. Le secrétaire général de l'UDM, Djamakawassa de Kadjolo Salikou Berté et plusieurs de ses camarades militants qui arrivent ainsi dans la famille politique de l'URD, juste d'une certaine notoriété dans le paysage politique du Folona. Un choix que les nouveaux venus justifient. Notre parti, depuis sa création, a collaboré avec l'URD. C'est compte tenu des facteurs d'honnêteté, de probité et surtout le sérieux dans le travail. L'occasion était donc opportune pour les cadres du parti de la poignée des mains de saluer cette décision qui, selon eux, illustre la bonne santé du parti dans la région en général et dans le Folona en particulier. C'est une grande joie pour nous. L'aspiration de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il faut avoir des militants. Et si nous avons des adhésions, ça ne fait que nous réconforter dans la recherche du pouvoir. La cérémonie qui a mobilisé les cadres régionaux, élus, militants et militantes a été mise à profit pour échanger sur la vie du parti, la vie de la nation et les élections communales et régionales. Le parti va très bien. La preuve en est que nous sommes dans une cérémonie d'adhésion ce matin. Cela veut dire que les militants, les responsables de l'URD travaillent à longueur de journée pour faire en sorte que l'URD ait une base solide au niveau du cercle de Kadjolo. Il faut signaler que le parti Union pour la République et la démocratie URD compte 31 conseillers municipaux, 2 maires et 1 conseiller national. À présent, notre correspondant de Tombouctou, Yéa Tandina, nous fait l'état des lieux de la ville après la forte pluie qui s'est abattue là-dessus ces dernières 72 heures. Effondrement de maisons et menaces d'inondation sont à déplorer. Suivons ensemble. C'est un décor inquiétant que présente la ville des 333 Saints, suite aux pluies répétitives enregistrées ces derniers jours. Ici, les causes sont liées au manque de système d'évacuation des eaux de pluie et aux matériaux de construction. Impossible de quantifier les pluies reçues, pourtant les mares naturelles et autres bas-fonds n'en peuvent plus, d'où l'inquiétude des populations de Tombouctou. Depuis le 4 jusqu'à nos jours, 4 jours d'affilée, les pluies sont régulières et pratiquement les populations commencent à s'inquiéter. S'inquiéter pourquoi? Parce que vu l'état des matériaux de construction qu'on utilise à Tombouctou, certains s'amusent même à lever les mains, dire comme s'il faut dire au créateur c'est bon, on en a suffisamment pour le moment, attendez un autre moment. Les anciens qu'on a interrogés nous ont dit que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Tombouctou n'a pas reçu 5 pluies en 4 jours. Il y a plusieurs explications que les uns et les autres ont données, entre autres la reconstruction des mausolées. Alors, donc, vous savez, à Tombouctou, le saint patron de la pluie, c'est Cheikh El Famoya. En période de sécheresse, quand on veut appeler la pluie, c'est à côté de ce mausolée que les gens vont se recueillir. Et on a constaté que depuis, on peut y croire ou pas, mais depuis la fin de la reconstruction de ce mausolée, les pluies abondent. Un maçon m'a même dit que les nuages s'amoncellent
autour de ces mausolées. Sur le terrain, quelques maisons effondrées, des voies barrées empêchant souvent à des voisins de se fréquenter. La situation est alarmante selon les services de la protection civile. Seulement, nous avons été alertés pour des cas d'effondrement. Donc à Boadjinde, derrière la BMS, et puis à Bariz. Donc il y a eu un cas d'inondation là-bas. Si ça continue à pleuvoir à Tombouctou, donc il y a vraiment des risques d'inondation. Et dans un communiqué publié ce matin, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali a appris les inondations survenues à Ménaka avec beaucoup d'émotion et de compassion, avec un lourd bilan de 5 morts et de nombreux dégâts matériels. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali condamne également vigoureusement les douloureux et tragiques événements qui ont endeuillé le village de Gaberi dans le cercle de Gourmararous, faisant plusieurs victimes civiles et de nombreux blessés. À toutes les victimes de ces deux douloureux événements, le RPM exprime sa solidarité militante. Et le Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PAIJ, a appris avec tristesse les inondations survenues à Ménaka, région de Gao, le samedi 8 août 2015 à la suite de fortes intempéries pluvieuses qui se sont abattues sur la ville. Ces inondations qui ont malheureusement provoqué des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Plusieurs personnes ont été déclarées sinistrées. En cette malheureuse circonstance, l'ADEMA PAIJ présente ses condoléances attristées aux familles des défunts et exprime sa compassion à l'ensemble des populations touchées par ce sinistre. Remise d'un important lot d'équipements au centre hospitalier universitaire de Kati. Ce matériel médical est destiné à la chirurgie de la hanche chez les drépanocytaires. Le geste vient du Lions Club International Zone 121, Ramata Konati. Le plateau technique de l'hôpital de Kati vient d'être amélioré. Ce centre hospitalier a reçu d'importants équipements de chirurgie orthopédique. Ces matériels médicaux sont gracieusement offerts par le Lions Club International Zone 121. L'appui du Lions Club, c'est vraiment pour mettre l'hôpital à niveau avec des équipements très performants. Ces équipements-là, il y a non seulement l'aspirateur pour l'anesthésie, mais il y a également les scies pour permettre de faire la chirurgie. Et également, il y a tout l'appareil qui doit être annexé à la scie pour pouvoir faire les interventions au niveau de la hanche. Et après, il y a aussi l'appareil pour faire la rééducation après l'intervention. Plus de 32 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don. Il est destiné à la prise en charge des complications liées à la drépanocytose. Je suis très content pour la simple raison que c'est un matériel qui va augmenter la performance dans ce que nous faisons déjà. Il s'agit plus précisément de malades atteints de drépanocytose qui présentent après une complication ostéo-articulaire et plus précisément au niveau de la tête fémorale. Et comme nous sommes un hôpital qui pose des prothèses totales de hanches, ce matériel est vraiment venu au bon moment. Le don s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par le Lions Club en partenariat avec le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et le CHU de Kati. Nous sommes très sensibles à ce geste patriotique, ce geste de cœur, visant à nous appuyer dans notre lutte contre la drépanocytose qui constitue aujourd'hui un vrai problème de santé publique. À l'origine de cette préoccupation, la fréquence de la maladie. Par exemple, sur 240 malades recensés au point G entre 2003 et 2007, 23 souffraient de la drépanocytose avec complications. La prise en charge de ces cas nécessite la pose d'une prothèse à la hanche. Visite des responsables du Conseil national de la jeunesse du Mali. Cette visite rentre dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation de la jeunesse entreprise par le CNJ. À Ouélé-Sébougou, une conférence débat fut animée dans ce sens. Le compte-rendu de Al-Djoumatina. La commune rurale de Ouélé-Sébougou, à travers son maire Yé Samaké, a reçu la visite du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali. La dite visite intervient après celle effectuée par M. Samaké au CNJ lorsqu'il a été nommé ambassadeur du Mali en Inde.
Et c'est pour bénéficier de l'expérience de celui-ci et échanger avec lui sur les préoccupations de la jeunesse malienne que le CNJ s'est rendu à Ouelessebougou. Venir à la rencontre des maires, engager beaucoup d'actions de développement. Troisième chose, c'est aussi le féliciter. Il est jeune, il vient d'être nommé ambassadeur et échanger avec lui sur éventuellement des programmes de formation pour les jeunes et comment il peut effectivement aider à faire en sorte qu'il y ait des programmes de développement qui vont à l'endroit de notre jeunesse. Fortement engagé pour la cause de la jeunesse et du développement de sa localité, le nouvel ambassadeur du Mali à Nen s'est réjoui de cette visite. Ils sont venus exprimer leur appréciation pour le service que nous rendons à ce pays et aux jeunes. Cela encourage, ça encouragerait d'autres à améliorer leur sens de service envers la jeunesse malienne. Mais cela m'encourage, moi aussi, de continuer et à persévérer dans le sens du service. J'ai pris la ferme détermination devant le président que la formation des jeunes sera au centre de cette mission que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, m'a confiée. Nyankoro Yasamake a profité de l'occasion pour offrir un tracteur à Garalo, cela dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce don s'inscrit dans le cadre d'un plus vaste programme de sécurité alimentaire que j'avais conçu en son temps pour seulement la commune de Ouelessebougou, pour doter chaque village d'un tracteur. Aujourd'hui, il y a des villages dans ma commune qui ne peuvent pas s'occuper d'un tracteur. Alors pour cela, nous sommes en train d'étendre ce programme à d'autres communes. Plus qu'une visite de courtoisie, le CNJ a eu droit à une conférence débat avec la jeunesse de Ouelessebougou sur la contribution de celle-ci au développement économique, social et culturel de notre pays. Gounounoukan, ou rumeur de guerre, revient. La réalisatrice Soussaba Sissé a lancé à Kati la tournée nationale du film. Le film, je vous le rappelle, porte sur les rumeurs qui ont circulé lors des événements de 2012. Cheikh Oumar Sangaré était sur place. Sur les traces de son père, le célèbre cinéaste Souleymane Sissé, Soussaba rallonge la liste de ses productions cinématographiques. Gounounoukan ou Rumeur de guerre est le premier long métrage et le 13e film de la jeune réalisatrice. Une œuvre du 7e art inspirée de la crise que connaît le pays avec comme message principal Stop aux rumeurs. Donc le film a été fait basé sur les rumeurs de septembre 2012. En fait, c'est une photographie de ces rumeurs-là. Et aujourd'hui, on ne sait pas du vrai, ce qui est vrai, ce qui est le faux en fait. Donc le but, c'est de savoir récolter la vérité à travers ce film. En fait, le film a été fait en 2012 et on est en 2015. Donc c'était de voir ensemble avec les Catois qu'est-ce qui a changé et comment on voit l'évolution du Mali en 2016-2017. Gounounoukan est un long métrage d'1h30. Sa projection a été suivie des échanges avec l'assistance autour de la question de réconciliation au Mali. Le message du film semble passer auprès des cinéphiles. Comme son nom l'indique, c'est les rumeurs. Partir des rumeurs pour informer la population malienne, sensibiliser la population malienne sur les faits actuels et réels du pays, j'appelle ça oser. Le message qui m'a touché, c'était vraiment le problème qu'a reçu l'un des acteurs qui a été, je dirais, torturé, et voilà, qui a été traumatisé par les événements. C'est vraiment très touchant. Si on regarde les côtés négatifs d'un conflit qui soit touche une famille ou une personne. Cette séance de projection à la mairie de Kati donne le ton d'une tournée nationale qui verra le film projeté dans les différentes capitales régionales du Mali. Tu as raison. Inch'Allah, ça va aller. La Gounounoukan de Soussaba Sissé. Sport, football, Coupe de la Confédération en phase de groupe. Le stade malien de Bamako a été battu 1-0 cet après-midi par l'Espérance sportive de Tunisie. Malgré la défaite, les Blancs de Bamako restent toujours dans la course pour une éventuelle qualification en demi-finale. Siragatou Sissé pour les détails. On prend les mêmes et on recommence.
Reporté pour cause de pluie diluvienne tombée sur la pelouse du stade Modibo Keïta, le match Stade Malien de Bamako, Espérance sportive de Tunisie, s'est finalement joué à partir de la 50e minute, temps d'arrêt constaté par l'arbitre central. Les stadistes, menés au score 1-0 à la 23e minute par Samuel Emem et Jacques, n'ont jamais pu percer le double rideau défensif mis en place par les Tunisiens. Autre difficulté rencontrée par le Stade Malien de Bamako, c'est l'attitude des visiteurs. Ils ont passé tout le temps à inventer des blessures pour casser le rythme du jeu. Même un membre du staff technique de l'Espérance s'est vu expulsé pour contestation, comme ce fut le cas dimanche. Le Stade malien a raté complètement sa sortie à l'occasion de cette 4e journée de la Coupe de la Confédération. Je pense que l'impact du Stade malien sur cette rencontre a été édifiant sur la première partie ou sur la seconde d'aujourd'hui. Je pense que l'équipe a très bien fonctionné. On n'a pas eu de réussite face à une équipe qui a marqué, qui s'est retrouvée à se mettre derrière, à vouloir nous cadenasser un peu le jeu. Je ne peux pas trop reprocher de certaines choses. Même les dieux du stade aujourd'hui à Modibo Keïta n'ont pas été de mon côté. C'est une victoire qui a été difficile parce que d'abord elle s'est jouée en 2 parties. Et que c'est assez rare dans le football de faire 2 manches comme ça en 2 jours. Donc il a fallu quand même reconcentrer les joueurs hier soir et repartir, c'était pas évident. Le Stade malien est une bonne équipe qui nous a déjà montré beaucoup de qualité à Tunis. Et ce soir, on a gagné, je dirais, de manière logique parce que sur les demi-temps qu'on a eu, on a été meilleur que ce qu'on a été à Tunis. À Tunis, on a eu beaucoup d'occasions, mais la réalité, le réalisme était plus du côté du Stade malien. Le Stade malien de Bamako saura tirer au clair les enseignements de ce faux pas. Le prochain rendez-vous des Blancs, 3e 4 points, est prévu le 23 août ici à Bamako face au leader, l'Étoile du Sahel de Tunisie, 9 points. Allez, la chronique santé du jour nous conduit à la découverte de l'Ordre des médecins du Mali, créé en avril 1986. Cette association professionnelle regroupe médecins généralistes, spécialistes et chirurgiens dentistes. Elle se donne pour objectif de défendre la profession médicale. Pour en savoir plus, suivons Tchessira Damé. L'Ordre des médecins du Mali est un organisme professionnel doté de la personnalité civile chargée de la régulation de la profession médicale. Il défend l'éthique et la déontologie médicale et demande aux milliers de médecins exerçant sur le territoire de s'inscrire à l'ordre avant tout exercice. Exerce illégalement sa fonction de médecin, tout médecin qui n'est pas inscrit à l'ordre des médecins. 1. Deuxièmement, un médecin peut être inscrit à l'ordre des médecins, mais s'il n'est pas à jour de ses cotisations, il exerce illégalement aussi sa profession de médecin. Même pour les médecins nationaux que pour les médecins étrangers, même pour ceux qui viennent dans le cadre de l'humanitaire et les médecins exerçant dans les ONG. Qui agissent, qui interviennent dans le domaine de la santé, bien sûr. Au Mali, l'Ordre des médecins fait partie des conseillers privilégiés du ministre en charge de la santé. Il peut être saisi sur des questions données ou sans saisir pour le bien du secteur. Il s'est impliqué dans la formation de ses membres dans le cadre de la lutte contre Ebola et en 2012, au plus fort de la crise malienne, avait invité ses membres à s'inscrire pour aller secourir les populations abandonnées dans le nord du pays. Pour jouer son rôle, l'Ordre des médecins du Mali dispose d'organes comme les conseils régionaux, les conseils centraux et un organe exécutif, le Conseil national. Ces organes qui regroupent l'ensemble des médecins du privé et du public peuvent inspecter les structures de santé et rendre compte. Donc c'est les organes de l'ordre des médecins qui, de façon inopinée ou bien souvent de façon informelle, ou bien souvent avec les préavis, ils vont dans les structures pour voir est-ce que la structure est conforme par rapport à son statut. Nous avons les centres de santé de référence, les centres de santé communautaires, les hôpitaux de première référence, les hôpitaux de troisième référence, et ainsi de suite, et les hôpitaux secondaires. Mais aussi dans le domaine du privé, nous avons les cabinets, nous avons les cliniques médicales, nous avons les cliniques médico-chirurgicales et les polycliniques. Donc chaque structure doit répondre à un statut. Donc maintenant, l'exercice aussi de la médecine répond aussi à ces statuts. Et l'ordre est là pour veiller sur la bonne pratique. En ce moment,
les conseillers de l'ordre peuvent se rendre dans une structure, voir d'abord la légalité d'installation de ces structures, à savoir les documents afférents à l'installation, tels que la licence, tels que les agréments, et encore voir est-ce que le personnel est adapté au statut de la structure. Par exemple, dans un cabinet de soins, il ne doit pas avoir un médecin. Donc ils ont eu à arrêter des personnes, à signaler aux autorités, mais souvent, vu notre pouvoir limité de répression, les gens continuent à s'adonner à ces pratiques illégales. Mais souvent, c'est des structures qui ferment ici et qui vont les ouvrir ailleurs. L'Ordre des médecins travaille sur la visibilité et le respect du médecin. Protection de la profession oblige. Il interdit à un médecin de voyager à l'étranger sans certificat de bonne conduite. On interdit à un médecin de voyager, d'avoir un visa, tant qu'il n'est pas correctement inscrit. Donc il a besoin d'un certificat de bonne conduite ordinale. Et ce certificat de bonne conduite ordinale est délivré par le Conseil national pour les médecins qui sont correctement inscrits à l'ordre et qui sont à jour de leur cotisation. On s'était donné comme mission d'abord augmenter la visibilité du médecin, que le médecin soit respecté en tant que prestataire de soins de qualité et en tant que participation aussi donc à la socialisation et à l'équité de la vie. Donc en ce moment, on ne peut pas concevoir qu'un médecin qui peut demander un visa pour aller à un congrès ou à une rencontre ou à une formation quelconque, donc puisse être vraiment trimballé, donc faire la queue. Souvent même, on leur refuse le visa et ils ratent souvent leur formation. Cette mesure qui a fait grincer des dents au début aura facilité l'obtention de visas pour beaucoup de médecins, que ceux-ci voyagent pour des raisons professionnelles ou non. Mais l'ordre des médecins peut aussi sanctionner ses membres en cas de faute. Tout à fait, cela arrive parce que c'est prévu par les textes. Donc nous avons des sanctions au niveau ordinal. Donc pour les médecins qui sont pris en faute, nous pouvons prendre différents types de sanctions. Il y a le blâme, il y a la suspension, on peut aller même à l'irradiation. Cela peut être décidé par un conseil de discipline qui est piloté par un magistrat, mais secondé par un conseil de l'ordre des médecins. Aujourd'hui, l'Ordre des médecins du Mali ne compte pas moins de 4500 médecins et chirurgiens dentistes inscrits, mais tous ne seraient pas à jour dans le paiement de leurs cotisations, donc font de l'exercice illégal de la médecine. Juste après ce journal, vous pourrez suivre un magazine sur la cérémonie d'ouverture du canal de Suez le 6 août dernier en Égypte. Une inauguration à laquelle avait pris part le premier ministre-chef du gouvernement au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Une réalisation de Amadou Sankaré et Brahima Koulibaly. Ainsi prend fin ce journal demain 10h-13h. Mohamed Ould Mamouni, les nouvelles du temps, c'est juste après moi. Il va continuer à pleuvoir sur Bamako et environ, oui ou non? Réponse avec Balkissa Cherifa Aïdara, le JT des formations aux environs de 21h30 avec Rachel Tessougué. Moi, je vous retrouve demain dans les éditions du soir avec un grand plaisir. Merci à nos téléspectateurs d'Ottawa, de Montréal et du Québec. C'est au Canada. Bonsoir à tous.